C'est quoi les applications monolithiques? Généralement, c'est un bloc, on a un back-end, on a un bloc de code dans lequel il y a une certaine magie qui s'opère. Et cette magie-là, c'est en fait notre code source. Donc, c'est notre différentes applications, c'est notre business logic, comme on aime souvent dire, notre logique métier. Et il y a l'ensemble des opérations où le cœur du métier même est implémenté. Et quand on a besoin de données, on peut juste contacter une couche qui est juste à côté, qui est la couche d'accès de la couche DAO. Et cette couche DAO va contacter la base de données et va nous retourner les données. Donc vous remarquez bien que le back-end application, c'est un bloc et tout est dans ce bloc-là. C'est quoi les avantages d'une telle architecture ou d'une telle application? C'est facile de mettre en place. On a un bloc de code, on a une seule application. On génère généralement le projet avec le langage, la technologie au choix et on peut commencer à développer une seule base de code, comme je disais tout à l'heure. Le déploiement est facile. C'est un bloc de code, donc on a un seul code source, on package et on ship en production. Ça peut être déployé, ça peut être déployé avec le système de packaging du langage. Nous sommes en Java, généralement c'est du Jar, c'est du War, ou encore ça peut être containerisé avec les Docker ou autre chose. C'est facile à débugger. C'est un bloc, c'est un seul projet, c'est une seule application. Donc, si on a des bugs, on peut facilement mettre des breakpoints, on navigue dans le code, on navigue et on essaie de trouver qu'est-ce qui ne va pas. Et la sécurité est relativement simple à mettre en place, vu que c'est une seule application à sécuriser. Mais les avantages ne viennent pas sans les inconvénients, on s'entend très bien. Il y a quand même quelques inconvénients à avoir en fait, à mettre sur pied une telle architecture. Les inconvénients qu'on va généralement retrouver, c'est un fort couplage. Comme on a vu tout à l'heure, notre code est en un seul bloc. Ça veut dire que toutes les parties du code sont vraiment attachées les unes les autres, sont vraiment liées les unes aux autres. Le scaling est difficile. Au niveau de la performance, quand même, ça peut être tough de facilement optimiser ou oui, de facilement optimiser certaines parties de l'application. Donc, on a souvent des difficultés là. C'est un seul langage ou une seule technologie généralement quand on va en monolithique. La maintenance est un peu plus difficile parce que si jamais on a une erreur ou si on a un problème d'une partie de notre code qu'on veut faire, qu'on veut maintenir ou faire évoluer, il y a de forts risques quand même que lors de l'évolution ou lors de la maintenance, on brise l'autre partie ou on brise une partie fonctionnelle. Donc, il va vraiment falloir faire très attention dans ce sens-là. La résilience est plus complexe. Bien sûr, si une partie de notre code a un problème, notre système, généralement, c'est comme ça que c'est présenté, bien que c'est quand même pas toujours vrai. Mais si une partie de notre code a des difficultés, pour X ou Y raison, ça peut être une erreur, ça peut être ce qui est très commun en Java, c'est le point exception. On peut avoir tout le système en fait, qui a des problèmes. Si c'est peut-être la couche d'accès à la base de données, comme on a vu tout à l'heure, qui a des problèmes ou il y a un bug, on voit que tout le système risque d'être impacté parce que aucune couche de l'application ne pourra accéder à la base de données. Donc, après, avec tous ces inconvénients, vous voyez, j'ai highlighté l'encapsulation ou le scaling et le scaling parce que ce sont les deux points qui sont extrêmement importants quand on développe des applications. Pouvoir encapsuler certaines logiques et pouvoir rendre l'application modulaire. Vous avez vu, on a un fort couplage, mais comment est-ce qu'on peut détacher ça pour pouvoir. Parce qu'en détachant, ça peut être plus facile de maintenir, ça peut être plus facile d'optimiser, même ça peut être plus facile de de gérer la résilience. Donc, et également en détachant, ça peut être plus facile de scaler. Donc, ce sont les deux challenges qu'on a souvent des applications. Alors, c'est justement de ces deux points-là, de tous ces inconvénients que les microservices ont vu le jour. Bien sûr, avant les microservices, il y a eu d'autres types d'architecture. Je pense notamment au Service-Oriented Architecture, aux applications dans les SOA. Mais il y a eu plein d'autres. Mais les microservices ont connu quand même beaucoup de succès. Mais pourquoi? Parce que ça vient, avec les microservices, vraiment, on vient résoudre le problème qu'on a vu tout à l'heure dans la modularité et l'encapsulation. Donc, on va prendre notre bloc, on va vraiment splitter en plusieurs parties, appeler des services ou des microservices. Et ces microservices peuvent communiquer justement entre eux. Et éventuellement, chaque microservice aura sa base de données.
Donc, on voit qu'ici, on encapsule vraiment le microservice, ou on encapsule vraiment toute la logique dans un microservice. C'est quoi les avantages? Vraiment, on a plus le fort couplage. Donc, on a le découplage maintenant des différents services. Et, et l'encapsulation, ça veut dire toute la logique est cachée dans un service. Et si on veut exposer quelque chose, si on veut exposer une donnée, si on veut exposer certaines informations, on fait généralement à travers des API. Il y a plusieurs types d'API. Les REST, GraphQL, gRPC, il y a tellement de types d'API, dépendamment du problème qu'on veut résoudre, comment est-ce qu'on va exposer les données. Les services sont scalables. C'est scalable dans ce sens que si on a un service qui est très sollicité, bien sûr, on peut juste optimiser ce service. On n'a pas besoin d'optimiser tout le système. On peut utiliser éventuellement plusieurs technologies parce que les différents services sont indépendants. Donc, on n'a pas ce barrage là, au niveau de la technologie à utiliser. La maintenance est plus facile pour les mêmes raisons. On n'a plus un bloc de code, donc c'est facile de maintenir une seule application. La résilience, donc si une partie du système, si un service est down ou un problème, ben, le reste des autres services peuvent toujours fonctionner. Mais là encore, je mets quand même un petit astérisque là, on va voir tout à l'heure pourquoi. Les performances sont améliorées. Ben, au regard de tout ça, on peut se dire que les performances sont améliorées. Mais là encore, c'est en jaune parce que c'est pas toujours vrai. Ça dépend vraiment de comment est-ce on met en place un microservice. Donc, c'est pas une garantie qu'en mettant en place un microservice, les performances du système seront améliorées. Non, mais ça vient pas, il n'y a pas que les avantages, on peut deviner aussi les inconvénients. Et les inconvénients, généralement, c'est quoi? C'est la mise en place. La mise en place est plus complexe. Donc, dès le démarrage de l'application, il faut penser à plein de choses. Comment est-ce qu'on va isoler nos différents microservices? Comment est-ce qu'on va même fragmenter les microservices? Comment est-ce que les microservices vont communiquer? Comment est-ce qu'on va monitorer? Il y a plein de choses auxquelles on doit penser dès le démarrage. Ça peut rendre quand même le démarrage complexe. Donc, la mise en place est plus complexe. Les tests et le débogage, tout à l'heure avec les monolithiques, on a vu que c'était plus facile de tester, de débugger parce qu'on avait un seul bloc, on pouvait parcourir l'application. Mais avec les microservices, ce n'est pas le cas. On a plusieurs applications qui communiquent entre elles. Donc, si on a un problème, ça peut être un peu plus compliqué de pouvoir retrouver c'est quoi le problème. C'est vrai qu'il y a des outils aujourd'hui où il y a des patterns qu'on met en place pour pouvoir débugger, mais ça reste que ce n'est pas aisé, c'est pas aussi facile qu'avec avec un système monolithique. Le déploiement est plus complexe, c'est plusieurs services à déployer. Il faut trouver un bon moyen de déployer. La sécurité est plus complexe, c'est plusieurs services à sécuriser. Donc, on peut généralement multiplier la complexité de la sécurité par le nombre de microservices qu'on a dans le système. Il faut sécuriser le front-end, il faut sécuriser la communication avec le monde extérieur ou les clients. Il faut également sécuriser la communication entre les différents microservices. Donc, on comprend que c'est quand même plus complexe par rapport au système monolithique. Beaucoup de configurations, mais comme je dit au premier point, les inconvénients. Donc, euh, mais il y a également d'autres parties où il y a d'autres concepts, d'autres points que je vais mentionner qui ne sont pas des inconvénients, mais j'appelle ça des défis. Ce sont des choses auxquelles il faut penser dès le démarrage ou quand on développe un microservice. La première chose, c'est la dépendance entre les différents microservices. Comment est-ce que les différents microservices vont fonctionner? Est-ce que j'ai bien découpé? Parce que le piège généralement en microservice, que si je ne découpe pas bien les microservices, ben, tiens, je risque d'avoir un système monolithique distribué. Parce qu'il y a tellement de dépendance entre les différents microservices. Donc, il faut penser dès le départ, contextualiser les différents microservices pour que la dépendance que le service a avec l'autre soit le moins possible. L'autre point, c'est la communication. Il faut penser à la communication parce qu'il y a plusieurs types de la communication synchrone et asynchrone. Comment est-ce que mes microservices vont communiquer entre eux? Est-ce que je mets en pleine communication synchrone? Est-ce qu'ils sont trop sollicités? Est-ce qu'un service peut fonctionner sans l'autre? Et comment est-ce que s'il a besoin de l'autre, comment est-ce qu'il communique? Est-ce qu'il doit attendre forcément la donnée ou il peut différer en fait la réponse? Il faut penser à tout ça. L'autre chose, c'est l'autre défi quand on fait les microservices, c'est la synchronisation des données au niveau de la base. Si j'ai
si j'ai vu que les microservices, généralement, ont des bases de données distinctes ou indépendantes, il faut s'assurer quand même que les données que j'ai dans ces différentes bases de données soient consistantes. Donc, si j'ai un utilisateur ici et qu'il est utilisé dans d'autres services, si je m'hasarde à faire une copie de cet utilisateur, il faut que je trouve un moyen ou que je mette en place un moyen de synchroniser pour être sûr que j'ai toujours la version la plus à jour de l'utilisateur. D'autant de choses. Les transactions également, c'est difficile de gérer les transactions dans un environnement microservice. Si je prends un système bancaire où je retire l'argent dans un compte A, je l'envoie dans un compte B. Généralement, ce sont les opérations qui sont transactionnelles. Mais si l'opération de retrait, en fait, ou l'opération de balance, le service, si j'ai un service qui gère en fait la transaction et j'ai un autre service qui gère la balance de l'utilisateur, et que ces services doivent communiquer pour pouvoir gérer l'opération, ça peut être compliqué de rendre cette opération-là transactionnelle. C'est faisable, mais c'est plus challengeant en fait que dans un environnement monolithique. Dans ça, c'est un autre défi. La mise en place d'un déploiement adéquat. Il faut penser comment est-ce que je mets en place. Il y a plusieurs microservices. Comment est-ce que je vais déployer ces microservices-là? Comment est-ce que je peux automatiser ça? Donc, il y a des outils encore qui permettent de mettre ça en place. C'est qu'un monolithique, on s'entend. Repositories. Ça, c'est un des gros débats qui n'en finissent pas dans la communauté. Si vous parlez dans les communautés où on fait des microservices, il y en a qui sont pour ce qu'on appelle les mono-repositories. Donc, on a un seul repository dans lequel on a tout notre code de source, tous nos microservices. D'autres ont dit non, on préfère avoir un repository par microservice. Donc, il y a tellement de débats là et ça dépend encore des projets, mais j'ai également vu des projets où on commence à un moment, après on change en multi-repos, ainsi de suite. Donc, ce sont les défis. Monitoring des microservices, il faut monitorer les microservices, mettre en place des systèmes d'alerte, mettre en place des systèmes de surveillance au cas où un service soit trop sollicité pour pouvoir optimiser, pour qu'il n'aille pas down, autant de choses. Un service discovery. Si un service A veut communiquer à un service B, comment est-ce qu'il connaît l'adresse du service B? Il faut mettre en place un système qui va permettre justement d'exposer en fait les services ou de fournir les adresses des différents microservices en fait les uns les autres. Donc, ça sont des outils. On parle de la résilience. Il faut mettre en place un framework de résilience. Parce que quand on dit résilience, ce n'est pas juste si le microservice A n'est pas disponible, les autres microservices fonctionnent. Non. Si le microservice A n'est pas disponible et qu'il est appelé par le microservice B de façon synchrone, le microservice B, il faut qu'on mette en place un mécanisme ou un pattern au niveau du microservice B pour que si le microservice A n'est pas disponible, qu'il puisse quand même répondre ou qu'il puisse réagir de façon adéquate, sans cracher et tout. Ça peut être, par défaut, le comportement, par défaut, ce qui peut cracher. Il y a des mécanismes qui permettent également d'avoir un bon comportement. Et même au microservice B, de ne pas contacter le microservice A pendant un certain moment en considérant qu'il n'est pas disponible. La compatibilité entre les différents entre microservices. Je reprends encore l'exemple tout à l'heure, le microservice A contacte le microservice B. Si ces deux équipes, si on a des équipes distinctes qui travaillent sur ces différents microservices, comment est-ce qu'on garantit la compatibilité? Parce que les équipes doivent communiquer ou doivent synchroniser. Mais ça donne encore trop de travail. Imaginons un seul instant que l'équipe qui travaille sur le microservice B décide de mettre à jour l'API sans versionner, sans documenter ou sans contacter les autres. Ils mettent complètement à jour la couche API qui expose les données. On a l'équipe du microservice A qui essaie de contacter le microservice B, ça ne fonctionne plus parce qu'en fait, c'est plus compatible la version des microservices qui sont en ligne. Donc, il faut penser au versionning des microservices dès le départ. Il faut pensionner également à la communication, au mécanisme de communication ou au mécanisme de synchronisation des microservices. Les tests de bout en bout sont quand même un peu plus complexes quand on a des microservices. Donc, comment je teste les microservices comment est-ce que je teste une fonctionnalité qui fait intervenir plusieurs microservices? Ça, c'est plus complexe. Un autre point d'ailleurs même que je dirais par rapport à la compatibilité entre les microservices, on a vu des équipes où c'était tellement compliqué de synchroniser qu'on nous sommes souvent obligés, en fait, qu'elles sont souvent obligées
copier, de faire un clone d'un microservice géré par une autre équipe, pouvoir adapter par rapport à ses besoins et maintenir le clone. Donc, avec ça, on voit que les microservices commencent à exploser. Donc, ce sont les différents challenges qu'on a avec les microservices. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je m'arrête mon cours. S'il y a des questions, je peux prendre quelques questions avant de continuer. Moi, j'aurais une question, si ça ne dérange pas, bien sûr. Oui. Bon, tout à l'heure, dans les défis des microservices, tu as parlé de la communication entre les systèmes. Je ne sais pas si c'est une question, mais peut-être c'est aussi un ajout. Moi, il m'est arrivé de travailler dans un projet où les microservices a aussi suscité des défis dans la communication entre les humains en soi. Dans le sens où s'il faut effectuer un changement, c'est tout un long processus. Il faut déjà déterminer l'équipe qui travaille sur le microservice. Là, on parle des plus gros projets. Ensuite, l'équipe aussi te dira, bon, le ticket ou bien le bug que tu souhaites qu'on traite doit suivre un processus particulier avant qu'il ne soit livré. Et aussi, par la suite, il faudra être tenu informé avant de continuer la tâche sur laquelle tu travaillais, si tu avais besoin de certaines fonctionnalités ou bien de certains changements. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter concernant cela ou bien tu penses que c'est un challenge qui peut être conséquent indépendamment des projets. C'est un gros challenge. J'ai un peu mentionné ça quand je parlais de la compatibilité entre les différents microservices. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de formule magique. En fait, de ce que je sais, il n'y a pas de formule magique pour pouvoir résoudre ce problème, pallier à ce problème-là, donc de synchronisation des équipes. Donc, ça reste un défi quand même quand on implémente les microservices. Donc, merci de mentionner ça. Mais il n'y a pas de solution, en tout cas, c'est un gros défi. Pour D'accord. faire pour faire une petite parenthèse même là-dessus, chez Uber, je regardais une vidéo, on disait chez Uber par exemple, c'était tellement, ils sont passés en développant un personnel à chaque microservice, mais ils sont retrouvés en moyenne, vous avez plus de 1500 microservices. Tout simplement, pas parce que ils avaient 1500, c'est pas chose indépendante. Non, c'est parce que il y avait ce problème de communication entre les différentes équipes que à un moment, les équipes se trouvaient en train de cloner, comme je disais tout à l'heure, cloner les microservices d'autres équipes, adapter à leurs besoins et maintenir. Donc, on se retrouve en train d'avoir 5-10 microservices qui, dans le fond, font la même chose. Donc, ça reste des défis extrêmement importants qu'on ne voit pas toujours quand on parle de microservices. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Si il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Alors, pour pallier à ces défis-là, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a d'autres architectures? Est-ce qu'il faut penser à autre chose? Est-ce que... Et, et là, retour, on se rend compte qu'il y a quand même une alarme qui sonne. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre en place en fait, toute cette machine-là pour pouvoir implémenter notre système? Généralement, et on a vu que tous ces défis, si je retourne en cause, vous allez voir, tous ces défis n'ont rien à voir avec le métier qu'on veut mettre en place, le problème qu'on veut résoudre, l'application qu'on veut développer. C'est juste les configurations, c'est juste des choses à prendre en compte avant de développer même notre système. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de distance? C'est ça que je mets quand même attention à l'overengineering, qui consiste juste à essayer de résoudre un problème avec la solution la plus complexe possible. Je suis un fervent quand même défenseur il faut utiliser les solutions simples pour résoudre les problèmes. Vraiment, ça ne sert à rien de se compliquer la tâche normalement quand on veut résoudre un problème. Du coup, je pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de microservices? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un microservice? Pour ne pas tarder, moi je dirais, on n'a pas toujours besoin d'un microservice. D'accord? On n'a pas toujours besoin d'un microservice. C'est quoi les solutions? On va faire un retour quand même au monolithique. Donc, les monolithiques peuvent être les applications monolithiques, une architecture monolithique peut être la solution. Si on rentre en monolithique, on va se rendre compte il existait ou il existe toujours une solution un peu évoluée de monolithique qui s'appelle le multimodule, tout simplement. Donc, les multimodules consistent en quoi? Multimodule, c'est l'application back-end, la même application back-end monolithique qu'on avait tout à l'heure, mais qu'on a splitté cette fois-ci à l'intérieur en différents services.
qu'on va appeler les différents modules. D'accord? On split ça en différents modules. Ça existe, ça, les gens ont codé ça. Et ces modules peuvent communiquer entre eux. Et si justement les modules ont besoin de données, il va y avoir une couche, la même couche qu'on avait tout à l'heure, une couche d'accès aux données qu'on va appeler DAO. D'accord? Et le DAO va communiquer avec la base de données retournée de données. Mais il y a quand même les inconvénients quand on regarde les multimodules classiques. C'est que le seul problème, généralement, quand on va résoudre ici, c'est l'encapsulation ou la modularité. On a, en fait, on a modulé ou modularisé notre application back-end. On a splitté en petits morceaux. Mais il y a toujours une dépendance. C'est vrai que le couplage n'est pas extrêmement fort comme avant, mais on a toujours une dépendance entre les différents services. Et ici, la dépendance est même forte. C'est juste au niveau du code, visuellement, on peut voir que c'est généralement des équipes ou des entreprises vont splitter ça en ce qu'on va appeler des packages. D'autres vont splitter en ce qu'on va appeler des vrais modules, dépendamment du langage qu'on utilise. Euh, mais il y a toujours une forte dépendance. Le module A a besoin du module B. Il doit inclure le module B dans son code et pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas juste un appel vers un API. Donc, c'est encore limité. D'ailleurs, c'est pour ça que les microservices ont vraiment connu beaucoup de succès. Parce on venait séparer en fait on venait séparer en fait les différents modules qu'on avait en modules plus indépendants qu'on peut déployer seul. Mais, mais en se basant sur ces modules qui déjà apportaient une certaine solution aux applications monolithiques, comme on a vu en ce qui concerne l'encapsulation, même si on a encore un couplage un peu plus fort qu'avec par rapport aux microservices. Alors, le couplage ici est encore un peu plus fort. Alors, on a pensé à une autre solution, nous, dans notre projet, parce qu'on a commencé en microservices, mais avec les difficultés que je viens de mentionner là. Surtout que notre équipe n'est pas extrêmement grande, parce que moi, je dis toujours, est-ce qu'on a vraiment besoin de microservices? euh, Tous les avantages que les microservices offraient, on n'avait pas toujours, on n'avait pas toujours besoin de ça. Et les inconvénients présentés par les microservices n'étaient pas toujours les inconvénients pour nous, notamment le langage de programmation. Le langage de programmation, tous nos services étaient écrits en un seul langage de programmation. On n'a pas une entreprise telle que Google, je sais pas, ou Netflix, où des équipes à l'intérieur sont encore considérées comme des mini-entreprises et peuvent utiliser des technologies complètement différentes. D'accord. Nous ne sommes pas à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'on va se taper la tête à vouloir mettre en place des microservices alors que ce qui est présenté comme avantage n'est pas toujours les avantages pour nous? Donc, là, on pense à autre chose, toujours monolithique, mais cette fois-ci, on appelait ça multimodule évolué. Multimodule évolué, c'est quoi? C'est en fait l'association de multimodules qui existait déjà et les microservices. On a pris qu'est-ce qui est positif chez les microservices, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif et qu'est-ce qu'on peut et on va prendre ça, on va venir coupler à ce qu'on a déjà de pas mal dans une architecture monolithique. Donc, c'est en fait quoi? C'est les mêmes microservices qu'on a vu tout à l'heure, ou alors les mêmes modules qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, le couplage est légèrement moins fort est moins fort qu'avec soit une application monolithique ou encore une application multimodule classique. Donc, sur chaque module, on va mettre une autre couche supplémentaire qu'on va appeler une couche proxy. C'est vraiment tiré du design pattern proxy qui consiste juste si je veux attaquer quelque chose, je passe par le proxy et le proxy peut faire des vérifications supplémentaires ou des vérifications préalables avant de pouvoir toucher même le cœur du projet ou le cœur du système que je veux attaquer. Ce design partenant s'est inspiré de ce design partenant pour pouvoir mettre en place les multimodules évolués. Donc, chaque service ou chaque module est distinct et met en son sein une couche qui est appelée proxy. Et si un service veut communiquer avec un autre, si un service, je prends par exemple le user service, veut communiquer avec le subscription service, ben, la communication se fait à travers des proxys, tout simplement.
Donc, le subscription service n'est jamais au courant, ne sait même pas c'est quoi le user service derrière. C'est juste là un proxy. Et l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que le proxy peut facilement, le service derrière peut facilement être changé, remplacé par un autre service. Et éventuellement, on pousse un peu plus loin l'encapsulation ou encore la modularité. On pousse plus loin. Tout à l'heure, dans une application multimodule classique, on avait une couche d'accès aux données. Mais cette fois-ci, on a toujours la base de données qui est là, mais la base de données reste partagée parce que nous sommes dans une application monolithique. Mais l'accès à la base de données, en fait, est géré par chaque module. Et chaque module doit gérer l'accès à sa base de données. Il n'y a plus la couche d'accès aux données qui peut être considérée comme un point d'échec également. Parce que si tout doit passer par la couche d'accès aux données, si la couche d'accès aux données a un problème, on s'entend que notre système est down. Ça veut dire qu'on isole vraiment chaque partie de notre solution, de notre système, comme si on est en train de faire des microservices, mais à la seule différence que tout est encapsulé en fait, ou tout est packagé dans une seule application quand on veut déployer. Donc nous avons appelé ça multiservice évolué. On voit qu'avec ça, on vient déjà prendre en place, on vient gagner en fait, on vient tirer profit de plein des avantages des microservices, mais également on ne se tape pas toute la job ou tous les inconvénients, tous les défis que les microservices apportent généralement dans un projet. Donc, c'est quoi les avantages de ça? On a moins de configuration, vu qu'on ne fait pas de microservices. Ça veut dire qu'il n'y a pas la communication, la communication entre les différents services est vraiment facile à mettre en place par rapport aux microservices. Arnaud, je ne sais pas si on peut poser la question pendant que tu présentes. Ouais, s'il y a une question. Oui, de peur qu'elle passe. J'ai une question concernant le schéma précédent. Comment on fait si on veut changer la base de données, de RGBD par exemple? On parle de MySQL à Oracle. Ton micro est coupé, Valdir. C'est parce que quand l'autre prend la parole, ça coupe automatiquement le micro. Bon, je t'en train de dire, chaque module en fait est responsable de sa base de données. Ça veut dire qu'il y a sa couche d'accès de données en interne. Ça veut dire que si je vais changer la base de données, ben, je vais me rassurer dans chaque module de part la couche d'accès aux données internes. Je réadapte en fait la communication mon schéma de communication avec la base de données au le nouveau RGBD que je vais mettre en place, tout simplement. Ok. Donc ça veut dire, dans le schéma, il pourrait donc manquer un petit truc qui veut dire que au niveau de chaque service, il y a une couche DAO, quoi. En effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la couche DAO, je n'ai pas eu de le représenter parce que là, il fallait que je mette ça ici, donc ça devait être quand même mon chemin pour être visible. Mais chaque service ou chaque module a sa couche DAO. Donc on a plus la couche DAO qui est centralisée. Et Kathleen, j'ai toujours une question. J'ai une autre question, pardon. Est-ce que c'est une manière de travailler avec une base de données et y mettre plusieurs modules? Comment les concepts de clés étrangères et tout? Est-ce que ça ne va pas se faire comme... bon, ça va se faire comme sur les microservices. Ici, on pense vraiment à microservices. Ça, c'est une bonne question. C'est quelque chose on pense vraiment à microservices. On essaie au mieux qu'on peut de ne pas créer un fort couplage, même au niveau de la base de données. D'accord. Ici, je veux, par exemple, un user service, si je veux avoir une souscription, au lieu de faire au niveau du DAO une requête qui va me retourner le user avec les souscriptions, non, j'interroge le service de souscription. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si demain, ça monte tellement et que je veux détacher le service de souscription, que ce soit facile pour moi de détacher le service de souscription avec ces données, sans avoir à penser à, OK, c'est une clé primaire ou c'est une clé étrangère de l'autre côté, comment est-ce que je cherche ça? Donc, c'est vraiment ça. Et je pense comme si je faisais des microservices, mais sauf que je ne développe pas un microservice. Et briser ce concept de clé étrangère dans une même base de données, est-ce qu'on serait pas en train d'empiéter sur les contraintes d'intégrité de la base de données? Moi, je poserais la même question. Est-ce qu'un microservice,
on n'est pas en train d'empiéter les concepts Bon, pour les microservices, je peux comprendre que ça s'explique parce que si on part sur la base que chaque microservice a sa base de données, tu vois. Par exemple, si un microservice gère les utilisateurs et que dans un autre, il y a un autre service gère les commandes. Si on dit par exemple que dans une commande, on doit garder la référence sur l'utilisateur. Donc, ça veut dire on va mettre un ID de l'utilisateur, mais cet ID-là est un truc externe qui n'a rien à voir avec la base de données. En fait, c'est une autre base de données, quoi. Mais dans le cas-ci, c'est déjà, on a une base de données avec une seule structure de base de données et dans laquelle on brise certains liens entre les différentes applications. Est-ce que ça va pas poser, problème? Ben, conceptuellement, ou si on regarde sur ce point de vue d'un gestionnaire de base de données, d'un administrateur de base de données, ça pose problème. Je suis d'accord. Oui. Parce qu'il n'y a pas, comment est-ce qu'on appelle ça? Les contraintes ou comment est-ce qu'on appelle ça? Les contraintes d'intégrité. Les contraintes d'intégrité, voilà. Les contraintes d'intégrité ne sont pas respectées, ne sont pas prises en compte. Donc, si on regarde ça sur un point de vue administrateur de base de données, ça pose problème. Mais si on regarde ça d'un point de vue, d'un autre point de vue de pédagogue, par exemple, du développeur, où lui, il veut splitter, en fait, il veut encapsuler, en fait, chaque module jusqu'au niveau de la base de données. Il veut garder cette encapsulation-là ou cette indépendance-là. C'est un prix à payer, en fait. Donc, c'est un peu comme un throwback de cette architecture-ci. En disant que, OK, moi, je viens d'un environnement de microservices. Si je veux garder, en fait, cette philosophie-là, si je veux garder, en fait, cette indépendance-là au niveau de mes modules, mais toutefois, en déployant en un seul bloc, et ça, c'est le prix à payer. Donc, je prends en compte que je peux avoir une base de données et les données à l'intérieur seront un peu distinctes. Rien n'empêche en fait d'avoir également des bases de données splittées, donc d'avoir plusieurs bases de données. Chaque module a sa base de données. Rien n'empêche de le faire. Mais sauf que pour simplifier généralement la chose, on va avoir une seule base de données vu que nous sommes dans un environnement monolithique. Mais comme je dis, moi je pense que c'est un prix à payer en fait. Ok. Si c'est Je peux me permettre. Bon, je pense que c'est bon, merci. Okay, bonsoir à tout le monde. Si je peux me permettre, est-ce que cette architecture-ci ne serait pas un peu comme, ne pourrait pas être représentée comme le process, parce que là actuellement on est en train de présenter le process qui nous amène vers, qui décompose qui montre une alternative au microservice. Est-ce que cette architecture-ci ne serait pas également l'une des équipes qui permet de décomposer le monolithique vers le microservice? Ça c'est une très bonne question même. Et ça, c'est une remarque en fait que je vais faire après. Mais je peux donner un avant-goût. L'idée, je ne dis pas que les microservices, c'est la solution à éviter. Non. Mais je reviens à ma question. Est-ce qu'on a vraiment besoin des microservices? D'accord? Et généralement, on n'a pas besoin des microservices quand on démarre un projet ou même quand on n'a pas démarré, même quand on est vraiment en train de tourner à plein régime, on n'a pas toujours besoin des microservices. Mais maintenant, ça permet d'anticiper. Si demain, on se rend compte qu'on a vraiment besoin des microservices, on a tellement grandi, on a des équipes pour supporter notre infrastructure, on a une bonne vision de ce qu'on veut faire, on sait même c'est quoi les microservices qu'on veut découper, alors on serait bien parti pour découper. Et dans ce cas, on pourra juste, comme je disais tout à l'heure, détacher les parties à supporter ou détacher les parties à mettre en microservice si on ne veut pas mettre tout notre système en microservice. Parce qu'on peut faire une migration vers les microservices, une migration progressive vers les microservices. Et on ne découpe pas tout notre système. Donc, on prend juste des petits morceaux qu'on met en microservice et on a notre bloc de base qui continue à tourner en monolithique. Donc, ça peut être effectivement un bon pas pour faire des microservices, pour faire des microservices plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je pense qu'on a déjà parlé des avantages. Avec ça, on a parlé des avantages d'avoir cette architecture-là. Donc, on voit que c'est vraiment, les modules sont vraiment encapsulés dans leur secteur. C'est facile de scaler. En fait, on a un scaling un peu plus raisonnable maintenant.
Mais le scaling est raisonnable en ce sens que c'est surtout si dans le déploiement, si dans l'implémentation, je veux dire, on a bien pris en compte la sécurité, ça peut être facile de dupliquer les instances de notre, de notre bloc monolithique en plusieurs instances ces instances vont effectivement répondre à notre montant en charge, et ainsi de suite. Donc, la maintenance et l'évolution sont améliorées. Évidemment, on voit qu'on a des blocs indépendants, donc c'est facile de partir maintenir un seul bloc. Nous sommes sûrs que on ne va pas faire cracher tout notre système parce que ce n'est que ce bloc-là qui a été modifié. La résilience. J'ai Ah, d'autres questions. Désolé, je veux bien comprendre. Scaling raisonnable, ça veut dire quoi donc? Les modules là sont quoi? Ce sont des applications déployées à part entière. non, 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 c'est pour ça que je ne dis pas scaling à 100%. Je ne dis pas que scaling est facile, je dis raisonnable parce que ça reste un bloc, mais sauf que cette fois-ci, et je précise encore, si c'est bien développé, parce que si je développe et je me rassure en fait que mon application n'est pas stateful, par exemple, si je vois si mes modules sont stateless, c'est facile pour moi de créer plusieurs instances sans me soucier de, tiens, il y aura une compatibilité au niveau de la requête qui arrive. Non, parce que la requête va venir, on va servir et on va retourner la réponse. Je n'ai pas d'état au niveau de ma requête, donc c'est facile pour moi de mettre en place, de déployer plusieurs instances, tout simplement. Mais pas des instances des modules, mais plus de l'application. Et C'est un l'application inconvénient. générale. Oui, l'application Ah, en général, effectivement. ok. D'ailleurs, c'est un inconvénient dont je vais parler tout à l'heure. Donc, on voit la résilience également. Donc, mon application est un peu plus résiliente maintenant parce que si un module, si j'insiste encore si c'est bien mis en place parce que c'est pas aussi une solution magique, mais il faut vraiment bien mettre ça en place pour pouvoir bénéficier également de la résilience que ça peut venir avec. Donc, si un module est down, au niveau du proxy, par exemple, vu que le proxy fait des vérifications, au niveau du proxy, on peut mettre facilement une logique là qui va dire si tu essaies de contacter le cœur et que le cœur n'est pas disponible, tu retournes telle erreur ou tu fais, je sais pas, tu as ce comportement. Au niveau du proxy également, on peut mettre du caching. On peut dire, eh, tiens, quand tu reçois une requête, va d'abord regarder dans la cache qu'il y a dans le données, n'attaque pas directement le cœur. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre au niveau du proxy, donc ça peut rendre quand même notre système un peu plus résilient. La sécurité est relativement plus simple. C'est un seul bloc. On n'a pas plusieurs codes à mettre en place. On peut sécuriser juste le bloc et ne pas se soucier de la communication en interne parce que ça reste c'est un bloc qu'on va déployer. Ce n'est pas des blocs indépendants. Mais les inconvénients, c'est que le scaling, voilà ce que je disais tout à l'heure, le scaling n'est pas indépendant. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un bloc, tu peux scaler. Tu es obligé de scaler tout le bloc, généralement. Et c'est une seule langage ou une seule technologie. Je me demande, comme je disais encore tout à l'heure, peu sont ceux qui utilisent vraiment plusieurs langages dans leur architecture, sauf vraiment les entreprises à la taille de Google et Netflix, non, les mastodontes. Donc, Salut, salut. est-ce qu'il y a une autre question? Salut. Allô? Allô? Oui, Est-ce que vous entendez bien là? ça, c'est ça. Ok. Donc, je suis arrivé en retard, désolé. J'ai entendu très vite. Désolé, j'ai un nouveau programme à côté de moi. J'ai entendu si les microservices sont bien implémentés. Donc, je suppose qu'il y a comme les best practices qu'il faut mettre en place. Est-ce que ça fera l'objet d'une autre présentation? Les best practices, c'est ça. Bon, c'est vrai que là, je disais, quand je parlais de bien implémenter, je parlais plus des multimodules. Mais est-ce qu'il y aura une autre pratique? Bon, on va avoir une session juste là maintenant, une session un peu de live coding, où on va voir comment est-ce qu'on met ça en place et tout. Bon, ça peut donner une très bonne idée de comment c'est quoi les bonnes pratiques ou bien. Mais si l'architecture est vraiment respectée, on peut avoir, je vais dire comment, on peut avoir une application un peu plus robuste par rapport au système monolithique. Bah, Ou encore une architecture microservice. si je peux me permettre très rapidement,
ici, nous sommes une communauté de partage. Donc, si quelqu'un aussi se sent intéressé d'initier un meet-up pour parler des best practices, qui se sente libre de le faire. Désolé, tu peux continuer, Valès. Juste avant, pardon, je pense que lors de la présentation de l'architecture, ce n'est pas la seule best practice, mais je pense qu'il a longuement insisté sur, sur, sur l'isolation de chaque module de bout en bout. Disons, on peut peut-être dire un peu de l'interface parce que l'isolation de l'interface est parfois un peu difficile. Disons, en ce qui concerne le back-end, l'isolation, si on se rassure de faire une bonne isolation au niveau du back-end par rapport aux modules, aux fonctionnalités qui sont implémentées, je crois que c'est l'une des clés essentielles pour avoir une bonne implémentation de la chose. Parfait, merci. Bon, rapidement, là, on va passer à autre chose. S'il n'y a plus de questions, rapidement, on pourra discuter encore après. Mais on pourra faire, je veux qu'on fasse rapidement un peu de live coding pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on a une application où on a un petit système à microservices d'un côté. On va ramener ça en multimodule. Est-ce que c'est bon? Je vais juste arrêter le partage pour relancer. Bon effort. Je vais couper ma caméra cette fois-ci. Pour prendre un truc. Vous avez mon écran. Oui. Si je reviens sur l'architecture ici, c'est vraiment une architecture. D'ailleurs, c'est vraiment une application comme ça qu'on a. Où on a un user service, un notify service, un subscription service. Donc, le user a des fonctionnalités telles que créer son compte, il peut également charger son profil. On a le Notify Service qui est un service de notification qui envoie les notifications. Et on a le Subscription. On a le Subscription Service qui est un service de gestion des souscriptions, tout simplement. Donc, je vais avancer. Je vais prendre le premier service. Bon, mon code est en Kotlin avec Spring Boot, mais je pense que c'est facilement compréhensible. Donc, je vais juste vous donner présenter un peu les grandes lignes de ce que ça fait. Donc, ça, c'est mon user service, par exemple. Il y a un microservice de user. Il est vraiment indépendant. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, il est là en son sein. Si je dis au niveau du contrôleur, il a un endpoint qui me permet en fait de. Il a un endpoint qui me permet de créer un nouvel utilisateur. Et il a un autre endpoint Est-ce qui que me tu permet peux de. zoomer juste? Dites-moi si c'est bon. C'est mieux? C'est mieux? Ouais, de mon côté, ça va. Pour moi, je pense que ça peut aller. Je ne sais pas pour les autres. Ouais, pour moi, ça peut aller aussi. Parfait. Donc, je vous mets également ça. Donc, je vais partager ceci. Ça, je ne sais pas comment zoomer. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée comment zoomer sur Postman? Là, je n'ai aucune idée. Est-ce que vous voyez quand même? C'est bon. Ça peut aller. Ok. Donc, voilà
voilà mes différents endpoints, comme je disais. Ici, si je veux créer un utilisateur, j'ai un endpoint pour créer l'utilisateur. Si je veux voilà les différents plans de souscription, j'ai un endpoint qui me retourne ça. Et ce sont des services indépendants. Donc, voilà, vraiment, ça, les services indépendants. Ça, c'est le user service. Si j'ouvre le notificator service, le notify service, je veux dire. Sur le notify service, qu'est-ce que lui fait? Il a à son sein un endpoint, qui va permettre d'envoyer une notification quand on crée un nouvel utilisateur. Donc, on a un petit fake là, tout simplement. Il log juste dans la console qu'un utilisateur a été créé. De même avec le subscription. Donc, quand on a une nouvelle souscription, quand l'utilisateur prend une nouvelle souscription, on envoie une notification, on envoie un mail, on lance un mail, donc on log juste là. Et on simule un peu l'envoi de mail avec un délai de 5 secondes. Donc, et le subscription service, c'est vraiment similaire. Vraiment similaire aux autres en termes de structure. On a un point, ici déjà, on a un point qui permet de créer un nouveau plan. Mais on a également notre endpoint qui retourne tous les différents plans de souscription disponibles. Et on a ici différents endpoints. Un premier qui nous permet de faire une nouvelle souscription pour un utilisateur. Après, on paramètre un subscription create. Ben, subscription create n'est rien d'autre que comprendre simplement le plan dont sur quel plan est-ce souscrit, l'ID de l'utilisateur et l'email. Vous savez, dans un système normal, l'ID de l'utilisateur pourrait être extrait de la session ou du token. En tout cas, si c'est sécurisé, on pourra prendre ça dans le token de l'utilisateur. Donc, on a un autre endpoint qui nous permet de récupérer les souscriptions de l'utilisateur et toutes les souscriptions. Et un dernier qui permet de retourner les souscriptions actives. Bon. Si je fais rapidement un test. Si je fais rapidement un test, je vois là, j'ai Postman. Avec Postman, je peux faire plan. Ça me retourne les différents. Je t'ai envoyé une combinaison de touches qui peut t'aider à zoomer sur l'écran. Postman. Ok. Oui. Parfait. Je pense que Ça sur va Postman, tu peux zoomer tout ton sur la écran. barre, là. Non, ça va zoomer l'entièreté de son écran. Ok. C'est où? C'est dans le mid-top ou bien? Comment est-ce que tu envoies ça, s'il te plaît? C'est dans le chat du Meetup. Ah, ok. Et là, ça ne zoome pas. Je pense que ça c'est plus pour le navigateur. Avec ça ne zoome pas. Bon, Pour Postman, tu peux double-cliquer sur la barre où tu vois Search Postman, là. Ok. Et là, ça veut juste agrandir. Tu vas le mettre juste en plein écran. Ah ouais. Ouais. C'est pas grave, vas-y comme ça. On va faire avec. Donc. Mais avec le navigateur, c'est bon. Avec l'IDE, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Okay. Donc, si j'appelle ce endpoint, land, ça me retourne les différents plans de souscription. Disons, j'ai un utilisateur, là, je vais créer un nouvel utilisateur. Je vais l'appeler, je sais pas, John Yo. Voilà. Et il a son mot de passe. Si je ouvre le Notify, voilà. Je vais garder le Notify juste à côté, pas plus loin. Au niveau de la console, je prends un utilisateur. Hop.
il a créé l'utilisateur. Et le user service a contacté le Notify. Le Notify, lui, quand il envoie un mail. Donc, voilà, on considère qu'il a envoyé un mail de confirmation de création de compte. Il y a cette communication. Comment ça se passe? Normalement, si je viens dans le user service, donc il demande à créer. On vient là. On vérifie juste si un utilisateur avec email existe. Si ça existe, on va générer une exception. Si ça n'existe pas, on va faire la sauvegarde. Et après avoir sauvegardé, on va appeler le Notify Service pour envoyer une notification. Le Notify Service, là je suis encore dans le User Service. Le Notify Service, c'est juste une interface qui me permet de communiquer avec l'autre service. Donc si je viens dans Notify Service, qu'est-ce que lui fait? Ben, on voit bien qu'il utilise un client HTTP pour appeler en fait. Et si celui-ci n'est pas disponible, il va tout simplement retourner une erreur ou il va loguer une erreur. Mais là, il va falloir mettre en place un mécanisme de résilience pour voir qu'il ne contacte plus le microservice pendant un certain temps, s'il a déjà reçu plusieurs échecs. Donc, ce sont les choses à optimiser quand on pense au microservice. Maintenant, comment quitter le SAR à un service multimodule? On va faire ça live. Là, je vais démarrer un nouveau projet. Je passe sur Spring. Je vais prendre un nouveau projet. Par exemple, démo. Et dépendance, on a besoin de quoi? On a besoin de Spring Web et on a besoin de quoi d'autre? Je pense que il y a la base de données, donc on va prendre Mongo. Vu que j'utilise la base de données Mongo. Et je peux générer le projet. Donc, je vais importer mon projet ici. Un projet de démo. C'est vraiment un projet Spring de base. Ceux qui travaillent avec Spring. Bon. Si je viens normalement dans le démo, je vais pouvoir lancer ça. Est-ce que port utiliser? Je peux changer de port. Je peux mettre un... Voilà. Donc, mon application de base fonctionne très bien. Donc, si on considère que ça c'est notre projet monolithique, on veut mettre un multimodule, ce que je vais faire généralement, c'est quoi? Je vais prendre le projet de base, je vais créer un module à l'intérieur qui va être un peu comme le cœur de mon application, que je vais appeler API ou backend. Appelons ça backend. Pour ça, je vais créer un nouveau dossier à l'intérieur que je vais appeler backend. Voilà. Et c'est un module en lui-même, ça veut dire qu'il a besoin ce fichier de configuration du projet Gradle, Spring Boot, je peux le déplacer là. Vu que je n'aurai plus besoin du projet démo en lui-même,
Donc, je peux le remettre là. J'ai besoin de quoi d'autre? Gradle, je peux laisser Gradle, il sera partagé. J'ai pas besoin de help qui est avec. J'ai pas besoin de ceci. J'ai pas besoin de ça. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin de on va le recréer après. Pour qu'il soit considéré comme un module du projet démo, je vais l'ajouter ici. Donc, je vais faire une clause. Ok. Et si je synchronise. Voilà. Ça est considéré comme un module maintenant. On voit le petit point B. Je peux créer ressources. Je peux créer. Dans le package là. Et je vais créer, je donne un petit projet. Je peux prendre même celui qui existe déjà. Je peux prendre celui-ci par exemple. Que je vais coller ici. Donc, je vais l'appeler Backend Application. Je reviens sur lui. Je n'ai pas besoin de lui pour l'instant. Et normalement, mon projet Backend devrait pouvoir fonctionner. Ok, ça passe bien. J'ai encore le nouveau compte, j'ai encore le serveur déjà utilisé. Le port déjà utilisé, je peux remettre directory. Ça s'appelle test. Oh, ouais, je n'ai pas arrêté l'autre. On va faire simple, on va mettre sur notre port. Donc, normalement, voici mon application de base. Mon application qui sera un peu comme, je sais pas, l'orchestre. Donc, je peux maintenant créer des modules à l'intérieur. Donc, normalement, tous les modules doivent graviter en fait autour de l'application backend. Donc, l'application backend est un peu comme le corps. Donc, si je vais créer mon premier module, le module user. Tout comme j'ai fait l'autre, je fais juste un directory user service, par exemple. Et je peux venir, par exemple, copier, tout simplement copier son Gradle. Je mets là. Je vais également dans mon settings pour l'ajouter comme un module de l'application démo. Donc, user service. Je synchronise. Et le module est disponible. Je peux éventuellement rajouter le code en mettant ceci, code main, et en créant la même structure. J'ai besoin, ça fait comment? Je vais d'ailleurs ici. Donc, je crée le package. Et je peux copier ce qui existait déjà dans le user service. Je viens mettre là. Bien sûr, à l'exception de son user service application qui est le fichier où je démarre mon application. C'est lui qui permet de démarrer l'application. J'ai plus besoin, vu que le module va graviter autour de mon backend service. Donc, on aura une seule application là, dans le projet démo. Donc, je peux copier le reste si je viens mettre
Normalement, là, ça devrait pouvoir fonctionner. Et je relance mon projet. Parfait. Donc, je peux changer de configuration. Pour la base de données, je peux mettre... je ne vais pas utiliser la même base de données que l'autre. Je vais par exemple mettre une base de données formule maintenant à toutes les applications ou à tous les modules. Je vais appeler par exemple ici démo database. Bon. Bon. Actuellement, le user service existe comme module du projet au sens de Gradle, mais il n'est pas encore ajouté au backend service. Dans le backend, on le connaît comme un codant. On va venir ajouter le service, nos modules ici, comme dépendance en fait du projet, simplement. Alors, si je fais project, je vais pouvoir renseigner juste le chemin de mon user service. Et normalement, l'application backend ou le module backend devrait pouvoir importer le user service. Je redémarre. Réception on create system property. Yes. J'ai besoin de renseigner en fait comment est-ce qu'il fait pour créer le system properties. Juste, j'ai besoin de ceci. Et je vais lui demander de scanner en fait, de scanner toutes les configurations dans le package comme pour un scan them. Or, comme le user service a le même nom de package de base, ça devrait aller. Je ne sais pas comment trouver, je ne sais pas où trouver le notifier. Ok, je vais renseigner celle-ci. Service, notifier. Égal, tenir, c'était quoi? C'est vraiment simple de copier juste les deux. Ok. Ça veut dire normalement, là je viens de rajouter tout simplement le user service dans mon projet démo. Donc normalement je devrais pouvoir contacter le user service à partir de mon application backend. Donc pour ça, je peux créer un nouvel utilisateur. Je vais déjà me connecter à la base de données qu'on a rajoutée tout à l'heure. On va appeler ça démo database. Parfait. Donc on s'entend qu'il n'y a rien à ma base de données. On peut bien voir, il n'y a rien à ma base de données. Donc, d'ailleurs, si j'essaie de contacter cet utilisateur, donc je vais changer juste l'adresse de base. Je vais dire, je sais pas, je lance ça, je peux créer un autre environnement. Je vais juste remplacer ça ici, que ce soit vraiment simple, que ce soit matché vers la même URL. Donc je vais mettre ici valeur actuelle, le port actuel qui était 8080.
Donc, normalement, mon user base URL, ben, ça ne marche plus sur le user service, ça marche maintenant sur mon application démo. Donc, normalement, si je viens au niveau de la création d'un nouvel utilisateur, je fais encore mon John You, on voit bien que John You a été créé. Donc, si je viens là, elle existe. Voilà. Mon chemin est là. Et j'ai bien mon utilisateur dans ma base. Donc, ça, c'est bon. On a le premier service qui a été rajouté déjà. Pour l'instant, c'est encore simple. Maintenant, si on prend le deuxième service, qui est le Notify, on va rajouter le Notify service à notre projet démo. Donc, je rajoute le Notify service. Le même mécanisme, donc je vais fermer celui-ci. Je peux l'arrêter d'ailleurs. Je n'ai plus besoin de lui. Pas le Notify, surtout le Notify. De même, je peux prendre je prends son gradle, je l'ajoute là. Je vais également l'ajouter comme module au sens module du projet, au sens de gradle. Je l'appelle Notify Service. Et je peux le compiler. Alors, il est rajouté. Bon, je vais l'importer également. Parfait. Et je peux prendre n'importe quoi. Et je copie tout son code. Je vais en rajouter là. Mon projet n'avait pas copié. Ok. Donc, c'est mon Notify là. Alors, je vais également l'importer au niveau de, j'importe également au niveau du projet backend, Notify Service. Et Explorer Caching. Je te relance au projet backend. Le projet backend fonctionne toujours super bien. Sauf que je ne veux plus consommer ce Notify. Donc moi, je vais l'arrêter. Je vais arrêter Notify. Je veux maintenant que le user service, plutôt que d'appeler le Notify comme on a vu tout à l'heure, il puisse appeler le module Notify. Pour ça, je dois créer, le Notify va exposer une couche comme on a vu tout à l'heure, qui sera la couche proxy. On va créer un autre module qui va s'appeler proxy. Notify service proxy. Un Notify service proxy et c'est un module, c'est une dépendance Java. C'est un module Java, je veux dire. Donc, peu comme librairie, il n'a pas besoin de tout ça. Je vais juste regarder ce que je prends et ce que je laisse là. Donc, j'ai un simple ici. Je vais créer déjà le fichier. Non, pas YAML, c'est KTS. Parfait. Un instant.
ce sont les configs pour une librairie. Tu n'as pas besoin de tout ce qui m'a vendu avec. Je vais mettre ici ce serveur 17 et je peux synchroniser. Parfait. Je dois rajouter également le module comme un module de démo au sens de Reader Proxy. Ok, most include version number of the source. Perfect. Pas grave. Je copie ceci. Ok. Je vais être sur la même version que vous. Parfait. Et mon execute custom proxy. Donc, au sein de mon proxy, je vais faire exactement ce que l'autre faisait déjà. Donc, si je crée ici repository, je mets du backend, je mets du code là. Je vais venir ici. Si on regarde en fait le user service, si on revient dans le user service, on regarde ce que le Notify faisait. Le Notify, on a une interface avec l'implémentation. L'implémentation est là. Donc, on peut récupérer la même interface. Je prends la même interface et puis je vais venir ajouter ici. Je vais venir maintenant. Notify service proxy. Donc, je peux appeler ça, je peux être plus précis ici, vu qu'on aura plusieurs services de notification ici. Je peux l'appeler User Notify parce que ça concerne les utilisateurs. Maintenant, j'ai besoin d'un modèle utilisateur ici. Je vais appeler. User payload peut-être, je ne sais pas. User notify ou notify. Ouais. Voilà, appelons ça comme ça. Appelons ça comme ça, et on a besoin de quoi? Le Notify normalement a besoin de quoi? Il a besoin de l'email quand il crée un utilisateur. L'email et le nom. Donc on peut donner cette valeur-ci. Name et email. Simplement. Et donc voici mon user Notify. Et le user lui à son tour doit utiliser en fait mon proxy. Ça veut dire s'il veut communiquer avec le user notificator service, avec le notificator service, il doit utiliser le proxy. Ça veut dire je dois venir là, je dois rajouter en fait mon proxy comme dépendance. Ça, ce n'est pas le user lui. Ce n'est pas le user service directement que je rajoute, c'est vraiment le proxy. Donc, comme tout à l'heure, implementation project et je mets là user. Non, je mets notify.
service proxy. Maintenant, au niveau du user service, si je reviens dans mon user service, il dit, et au lieu d'appeler ce notify, on va plutôt appeler un autre monsieur. Il s'appelle notify, mais cette fois-ci, user notify service. Voilà. User notify service, et on va lui dire si tu peux faire le user notify info de façon en fait name donc le user n'appelle plus notre fameux notify qui contacte en fait le notify service, il appelle directement le notify qui est ici pour contacter le user service. Maintenant, comment est-ce qu'on met en relation le notify et le proxy? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de relation entre les deux. Mais le notify, effectivement, doit savoir en fait que si je veux exposer les données, je peux passer à travers le proxy. Donc, pour ça, il doit implémenter, il doit intégrer également le proxy en son sein. Donc, si je viens, je l'ajoute mon proxy à ce niveau. Notifier service proxy. Voilà. Je vais rajouter mon proxy là. Et ici au niveau de user, je peux avoir ça, je peux me créer une autre couche. Par exemple ici, un package proxy. Et dans ce package proxy, je me crée une classe qui va s'appeler user proxy. User notifier service. Voilà, user notifier service. Implementation. C'est une implémentation. Et j'appelle le. Ça va hériter en fait du user. Que je prenne le bon package. Voilà, ça vient du proxy, c'est bon. Je vais l'abandonner. Bon, on va renommer ça. Je vais renommer ça le proxy. Parce que pour éviter d'avoir des conflits avec le user notify service qui est déjà dans ce projet. Donc, je vais aller dans le proxy, je vais renommer cette interface. Je vais l'appeler user notify service proxy. C'est plus simple. C'est le hub. Non, c'est le voilà. Si on regarde là, c'est du proxy maintenant, c'est bon. Et qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça fait appel au user service qui est à l'intérieur. Donc, vu que je suis dans le ça fait appel au notificateur, ce user notify service qui est à l'intérieur. Vu que je suis dans mon notify service, sur le notify module, il n'y a pas de problème. Donc, je peux faire appel à ce module, à ce service-là. Donc, je vais juste rajouter ça. Je vais injecter ça dans le constructeur. Le user notifier service qui est là. Voilà. Donc, quand tu demandes de créer, quand tu demandes de publier, qu'est-ce qu'il fait? On peut faire plein de trucs ici. On peut d'abord vérifier, on peut faire des validations et tout. Et au final, on appelle maintenant le pass service. On dit service new et qui prend quoi? Un account. C'est un modèle qui est différent de celui que nous avons reçu. Donc, on peut créer un account ici. On passe de user service / user.email. Et bien sûr, je mets service pour que Spain puisse l'injecter pour moi. Et je mets AutoWrite pour qu'il puisse également
qu'il puisse le créer pour moi, je mets auto-write pour que Spring puisse injecter les dépendances pour moi. Donc, voilà. Avec ça, au niveau de mon user service, si je reviens au niveau du user service, j'ai le proxy. Ouais, lui il parvient déjà à repérer le proxy. Donc, si je redémarre mon backend service, mon backend service, c'est bien démarré. Si je crée encore un utilisateur, on va créer un nouvel utilisateur. Bon, si j'essaie de créer celui-ci, on va mettre qu'il existe déjà, donc ça marche très bien. Je vais créer un John Yo. Je vais créer un John Yo parce que, voilà, c'est bon. John Yo a bien été créé. Si on voit là, John Yo a été créé et on voit très bien que le Notify Service a été appelé et il a envoyé le mail. Là, nous ne sommes pas partis. Et le Notify Service qui est distinct, le microservice qui existait, lui, il est détaché là, il est de l'autre côté, on ne l'a pas appelé. Il n'est même pas en train de tourner. C'est vraiment celui qui est à l'intérieur, c'est vraiment celui qui est ici qui a été appelé à travers son proxy au système. Avec ça, on peut ajouter autant de microservices, on peut faire la même chose avec le subscription service. Je peux rajouter également le subscription service, je mets en place un proxy et le user service, il appelle le subscription service et il va pouvoir charger les subscriptions, il va pouvoir charger les subscriptions de l'utilisateur et il va pouvoir retourner le profil avec les subscriptions chargées. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? J'ai une question, Vandé. Bon, peut-être tu vas répondre à ça. Peut-être elle sera longue. Bon, je ne suis pas assez convaincu de l'innovation qu'apporte l'architecture multimodule. Donc peut-être que je ne vois pas encore bien. Est-ce que tu peux faire un tableau comparatif avec entre architecture monolithique classique qu'on connaît et celle multimodule évoluée? Parce que moi j'ai comme l'impression que on rajoute la complexité, l'architecture multimodule vient rajouter une complexité qui fait que on redéfinit en fait les choses qui existent déjà. Parce que par exemple, je prends un exemple, dans un projet, on peut se dire, on crée une couche DAO qui accède à la base de données, mais on se dit, bon, toutes les applications n'auront pas forcément besoin de cette couche DAO là. On crée une autre couche DAO, si on veut, on appelle ça proxy DAO. Et puis on dit là-bas, on expose juste quelques méthodes qui sont utilisées par les différents services. Bon, ça va toujours marcher, c'est vrai, mais ça rajoute une complexité dont on peut se passer. Bon, et du coup, je me dis, c'est clair, certainement, je ne vois pas encore très bien les avantages de ce que tu as présenté. Est-ce que tu peux faire un tableau comparatif qui dit, bon, ceci en architecture monolithique, voici ce qu'on fait. En architecture multimodule évoluée, c'est plutôt ceci et ça apporte ça comme avantage. Ok, merci. Très bonne question. En architecture monolithique, c'est vrai que je n'ai pas prévu un tableau et ça sera difficile pour moi de faire un tableau, de dresser un tableau là-dessus. Mais je vais apporter quelques éléments là. En architecture monolithique, généralement, c'est pas. Généralement, on a tout en bloc où on a des modules, mais les modules vont s'appeler entre eux. Ça veut dire, dans le user service, par exemple, plutôt que d'avoir le proxy, j'aurais pu injecter directement le Notify service. Nous sommes d'accord. Pour pouvoir appeler le Notify service. Ça, c'est une architecture monolithique classique. Avec les multimodules, tels qu'on l'a présenté tout à l'heure. Mais sauf que, en faisant ça, si demain, je veux détacher le Notify service, je suis obligé de passer dans le proxy, je suis obligé de passer dans tous les services qui utilisent le Notify service et retirer le Notify service. Dire, tiens,
le Notify ça n'existe plus comme module. Et il y a un faux couplage, tu vois un peu. Alors qu'avec ça, le Notify Service, je peux le détacher. Je peux supprimer encore ce service et redésigner comme un multimodule. Et d'ailleurs, je peux même maintenir ce proxy. C'est-à-dire le proxy existe toujours dans mon application. Mais sauf que le proxy, l'implémentation n'est plus dans le n'est plus dans le Notify Service comme on a vu tout à l'heure, mais l'implémentation reste dans le proxy. Et l'implémentation va se charger maintenant de contacter le microservice à ma place. Tu vois un peu. Donc, c'est ça le principal avantage, c'est que si demain l'application évolue et que je veux détacher le Notify Service, qui peut être très sollicité parce qu'on envoie tellement de notifications. Je vais juste venir retirer ce module. Et tel que le même fait, je peux facilement transporter, le copier comme tu as vu tout à l'heure. Je le mets dans un microservice détaché, il va continuer à fonctionner. Les autres services ne seront pas impactés parce qu'ils ne savent même pas que le Notify Service existe derrière. Ils ont affaire au proxy, tout simplement. Donc, les autres services ne seront pas impactés. Rien ne va changer, je n'ai même pas à toucher le user service. C'est plus au niveau du proxy que je vais dire proxy maintenant. Toi, tu étais, tu étais redéfini au niveau du Notify Service, mais il n'existe plus. Est-ce que tu peux toi-même, est-ce que je vais te dire comment? Est-ce que toi-même, tu peux trouver un moyen de communiquer à Notify Service pour pouvoir satisfaire en fait la demande des requêtes qui vont venir? Et il peut créer une implémentation en interne où il va maintenant faire avec du web client, il peut contacter avec, en fait, n'importe quel client HTTP, il peut contacter les microservices. Donc voilà le principal avantage déjà que ça te donne. Cette encapsulation en fait de la logique que tu n'as pas avec le monolithique. C'est comme je disais Bon, tout à l'heure, bon, on a toujours un oui, j'ai une réponse à ça. Oui. C'est-à-dire quoi? Si je travaille avec les interfaces, par exemple, tu vois, j'ai mon module de notification. Bon, on reste dans le cas de Notify Service. Donc, j'ai une interface Notify Service ou e-Notify Service qu'on veut. Et là-bas, j'ai implémenté les différentes méthodes à exposer. Bon, maintenant, à ce qu'on décide de supprimer le Notify Service de l'application, oui, je suis d'accord, il faudra aller dans chaque classe qui appelle implémenter l'interface, qui ont intégré l'interface pour supprimer. Mais si c'est un changement de notification ou alors de forme de notification, comme tu as dit, avec les interfaces, je peux gérer ça sans que ça ne brise quelque chose. Non, je n'ai pas dit un changement de forme de notification. J'ai dit si on veut retirer si on veut redétacher le notificateur, comme tu dis. D'ailleurs, c'est même ça le principal avantage de monolithique multimodule évolué. C'est ce que je disais. Quand on pense microservice, même si on ne fait pas de microservice, parce que l'idée c'est quoi? C'est qu'on pense que demain notre application peut évoluer. Et vu qu'on ne veut pas supporter tout ce que les microservices viennent avec dès le départ, donc dès le jour 1 de notre projet, on commence à penser microservice, mais on garde sa monolithique évoluée déjà. Si demain, on pense vraiment passer en microservice, on détache tout simplement. C'est ça en fait. Sinon, si on pense jamais passer en microservice, ça ne sert à rien de faire microservice aujourd'hui. On fait tout un bloc monolithique et on avance avec. Là, nous sommes dans le cadre où on veut faire des microservices, on pense qu'on va faire des microservices, mais on ne veut pas supporter, on ne veut pas payer le prix des microservices au jour 1 ou initialement, ou peut-être on doute même qu'on va passer au microservice. On commence à penser au microservice sans faire du microservice en fait. C'est ça en fait, c'est ce que les multimodules évoluent apportent. Merci. Ok, je vois. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ben, s'il n'y a pas une autre question, ben, je dirais, je vais conclure parce que je ne vais pas migrer l'autre. On a passé le temps. Je pense qu'on a quand même vu en live à quoi est-ce que ça pouvait ressembler, avoir le proxy et le service, avoir la liaison entre le proxy et le service, et également avoir le proxy qui est utilisé dans un autre service. Donc, je vais vraiment conclure en disant, je ne dis pas que les microservices, ce n'est pas une bonne solution, non, mais je dis tout simplement que généralement, on n'a pas vraiment besoin d'un microservice dès la base. Mais je pense que Marius a déjà même emboîté le pas là-dedans. Donc, si vous pensez que vous allez avoir besoin d'un microservice plus tard et que vous hésitez, une solution à multimodule évolué peut être, en fait, une architecture à multimodule évolué peut être une solution idéale pour commencer. Et plus tard, vous pourrez facilement migrer en microservice. Donc, merci vraiment d'avoir pris le temps pour écouter ça. Et s'il y a des questions, je suis prêt. S'il n'y a pas de questions,
Je passe la parole à Marcel. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, nous te remercions déjà pour cette présentation. Je n'ai pas de questions, mais j'apprécie le fait que ce soit un peu un point de, on va dire ça comme un point intermédiaire entre l'architecture monolithique et l'architecture microservice. De là, nous avons le temps de décider si plus tard on doit basculer d'un point ou à un autre. Ça, c'est excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je suppose que pas du tout. En espérant que durant la prochaine session, le prochain meet-up que nous allons organiser, il y aura d'autres personnes. N'hésitez pas à faire des recommandations si vous avez des topics que vous souhaiterez présenter ou que d'autres personnes présentent à votre place pour essayer d'apporter un plus à la communauté. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se dit à la prochaine. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bye. Voilà.